De retour après la pause estivale, nous continuons à parcourir le territoire et cette semaine, je vous emmène à l'extrême ouest du département, découvrir la commune de Martigny-les-Bains et ses 900 habitants. Rencontre avec Carmen Génin au Clos de l'Aulne qui nous fera découvrir son élevage d'escargots. En fin d'émission, nous prendrons notre envol avec Frédéric Guillaume et son école de paramoteur. Mais tout de suite, rendez-vous avec Monsieur le maire Didier Imbert et Bruno Diez, président de l'association Environnement et Patrimoine. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Martigny-les-Bains. Alors on est dans un lieu, dans le parc thermal, alors c'est un lieu chargé d'histoire ici à Martigny-les-Bains. Oui, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, qui a commencé en 1859 avec Madame Maubertier, qui a fait la première analyse d'eau. Et alors depuis, on a eu plein de péripéties, on va dire. Ah ben, l'extension s'est faite jusqu'à la Première Guerre mondiale, et après c'était un petit peu le déclin. Le déclin alors, par rapport au Grand Hôtel, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Et alors aujourd'hui, c'est l'association Environnement et Patrimoine qui entretient une partie du parc, c'est bien ça? L'association Environnement et Patrimoine, oui, on s'arrange à fleurir le parc, enfin l'embellir, lui donner un cachet. Et de faire vivre ce patrimoine voilà, très important. Alors il y a le pavillon des sources à quelques mètres de nous. C'est aussi un lieu que font vivre les bénévoles en expliquant, en retraçant l'histoire de Martigny. Tout à fait, donc c'est une période, surtout la période estivale, donc de juillet, août jusqu'à septembre, en général c'est jusqu'à la journée du patrimoine, où là des bénévoles font découvrir le parc un petit peu, expliquent l'historique. Il y a beaucoup de photos, des cartes postales entre autres pour appui. Et venir goûter l'eau également qui est disponible. Oui, du coup avec la fontaine là-bas qui permet de goûter l'eau de Martigny. C'est une eau qui a des vertus très intéressantes. Alors, elle est ferrugineuse déjà, et c'est une eau qui est lavante. Donc elle servait surtout pour tout ce qui était maladie de foie, maladie des reins. Didier Imbert, vous êtes maire depuis 2014 de la commune. Alors vous êtes réélu cette année avec toujours des projets, de nouveaux projets pour Martigny-les-Bains. Toujours la même envie finalement? Oui. Alors on a un projet de 6 logements dans l'ancienne maison de retraite qui se trouve de l'autre côté. Alors un autre projet qui fait parler de lui depuis près d'un siècle maintenant, le Grand Hôtel International. Alors il y a eu plusieurs projets, plusieurs envies. Qu'est-ce que ça va être votre projet à vous finalement, ce Grand Hôtel? Ce qu'il y a, c'est que ça ne nous appartient pas puisque pour l'instant c'est le liquidateur qui a été mandaté par le tribunal pour reprendre les logements qui avaient été vendus à 71 personnes. Malheureusement, ça s'est terminé en eau de boudin, comme on peut dire. Et à l'heure actuelle, il faut attendre que tout rentre dans l'ordre. Donc il y en a encore pour quelques années, malheureusement. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça va chez vous à Martigny-les-Bains quand même? Autrement, ça va très bien à Martigny-les-Bains. Martigny est connu pour son incontournable foire aux escargots. Oui, la 48e a été malheureusement annulée. Je vous donne rendez-vous pour la 49e. Et alors pour la petite anecdote, comment appelle-t-on les habitants de Martigny-les-Bains? Alors les habitants de Martigny-les-Bains s'appellent les Octoduriens. Ça date de il y a très longtemps. Apparemment il y avait 8 fontaines à Martigny et d'où le nom. Eh bien merci messieurs pour votre accueil. Nous parlions d'escargots. Alors maintenant direction le Clos de l'Aulne à la rencontre de Carmen Génin. Carmen propose ses produits issus de l'élevage à la vente depuis 2001. Certains sont d'ailleurs labellisés Vosges Terroir. Nous partons à sa rencontre. Donc voilà mes produits, les courbouillons, les cassolettes, l'escargotine, la terrine, voilà mes croquis, mes coquilles et mes brochettes. Carmen Génin, merci de nous accueillir ici au Clos de l'Aulne. C'est nous qui vous remercions. Alors c'est la ferme où on élève les escargots, un bon nombre d'escargots, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Alors on évoquait tout à l'heure avec monsieur le maire la foire aux escargots, l'incontournable foire aux escargots de Martigny-les-Bains. Oui, j'imagine que c'est un coup dur pour vous. Un très gros coup dur, mais bon, quoi faire? La perte de chiffre d'affaires est estimée à peu près 50%. Et malgré ça, est-ce qu'on va réussir à maintenir l'activité on espère toujours. Bon, jusqu'à maintenant, on a réussi à stabiliser les finances. Après, on va voir passer l'hiver. Revenons peut-être sur votre envie d'élever des escargots. Comment c'est venu cette passion? C'est venu, je suis allée une fois visiter, j'avais envie d'aller visiter une ferme aux escargots. Je suis allée à Rambervillers. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais Madame Pimon m'a tellement bien expliqué. Je suis rentrée dans ses parcs, ça m'a enchantée. J'y suis retournée et puis un jour elle me dit je vois Carmen que tu as envie de faire ça. Je dis oui. Elle me dit je vais t'en vendre 1000 petits naissins. Et elle me dit l'année prochaine tu prends 5000. Mes 5000 sont bien passés. Ma repro
impeccable. Alors on a dit, bon, ben allez, l'année prochaine, je fais plus. Hein. Alors on a installé un premier parc dehors. Et depuis, vous n'avez jamais arrêté? Ben non, on a refait parce que comme ma fille a décidé de m'aider, on a dit, bon, ben, si on est deux, il faut plus. Hein. Et alors aujourd'hui, on estime à combien d'escargots ici? Je ne sais pas. Nous, on les pèse. Alors on va dire, oh, une petite tonne et demie. Voilà, je pense que ça doit tourner dans les 150 000, mais au chiffre, je ne sais pas. C'est hein, trop difficile voilà. de compter. Oui, non, ouais. Alors il existe un nombre d'espèces très important, plus de 60 000 espèces d'escargots. Déjà rien que chez nous, là dans la nature, enfin dans les Vosges, partout, vous avez plein de races, les petits jaunes, les petits gris, il y en a de toutes les façons. Et chacun a sa spécificité, vous avez choisi lesquelles alors? Moi j'ai choisi celle-là parce que c'est la plus facile. Ils viennent d'Afrique du Nord, ils ne s'enterrent pas, il faut les ramasser, ils ont la chair beaucoup plus tendre que le Bourgogne, que le petit gris. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée avec les Lix aspersa maxima. Voilà. Oh, c'est un nom bien scientifique. Et alors que mange un escargot? Vous avez des céréales. Alors c'est du blé, de l'orge, de l'avoine, du maïs qui est concassé en farine et réduit en petites boulettes parce que quand il pleut, c'est plus facile, ça se détruit moins. Et puis ils ont un complément de tout ce qui traîne dans le jardin. Des courgettes, des citrouilles, des concombres, des cornichons, tout ce qui est avec de l'eau, quoi. Donc il y a différentes étapes d'élevage, j'imagine, pour les escargots. Donc la naissance, on les accompagne. Après, la naissance, après ça vient dans la petite serre avec le chauffage quand ils sont nés. Et à partir de la foire, après le 15 mai, ils ne gèlent plus dans les Vosges, enfin ici. Hein, comme ils ne gèlent plus, on les transporte dans les parcs. On les arrose le soir pour qu'ils soient bien. Est-ce que la canicule, les grosses chaleurs ont un impact sur les escargots? Nous, on n'en a pas souffert parce que, je ne sais pas, comme on s'est ombragé, hein, il y a la petite rivière, l'Aulne qui passe en dessous, là, il y a les arbres, ils ont toujours... Non, moi, j'ai pas eu, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de soucis. Et alors après, il y a l'aspect transformation, parce que vous transformez donc les produits. Qu'est-ce que vous proposez alors? Alors, je propose des coquilles à la bourguignonne, donc beurre et persil, échalote, des croquis à fines herbes, comté, bourguignonne, chèvre. Vous en proposez beaucoup finalement. Oui. Et c'est uniquement vos propres recettes? Ah ben oui, hein. Ça c'est ma recette à moi, ça fait 20 ans que je la fais. Hein. Eh bien Carmen, merci pour votre accueil ici au Clos de l'Aulne. Nous partons à la rencontre de notre dernier invité, Frédéric Guillaume, ce passionné de paramoteur. Il a lancé son école il y a quelques années pour partager son expérience. Balade dans les airs ou apprentissage, il enseigne les fondamentaux du pilotage. Nous partons à sa rencontre. Frédéric Guillaume, merci de nous accueillir ici. Donc on est sur le site, à proximité du site de votre école de paramoteur. Alors une école qui a vu le jour en 2018. Une envie de partager votre passion? C'est ça. En fait, en 2018 et depuis pas mal d'années, je volais tout seul dans mon coin. Et j'ai commencé par faire un rassemblement sur le terrain, un terrain que j'utilisais. Et en même temps, en 2018, j'ai fait la formation donc instructeur paramoteur pour ouvrir une école, pour faire partager cette envie de voler en paramoteur. Le paramoteur est très simple à mettre en œuvre. C'est un ULM, on n'a pas besoin d'être rattaché à un terrain. Le paramoteur, vous le mettez dans votre voiture. Donc c'est composé d'un moteur, d'une voile? La voile, elle ressemble à une voile de parapente. On peut voler en paramoteur avec une voile de parapente, même si les voiles de paramoteur aujourd'hui sont beaucoup plus rapides, c'est plus technique. Il y a eu énormément de progrès de fait dans les voiles paramoteurs. En gros, oui, c'est une voile de parapente et il y a un groupe motopropulseur qui est derrière qui permet de vous faire monter en fait. Voilà quoi. Donc vous pouvez décoller d'un terrain à plat. Et alors dans cette école, donc on apprend à voler, il y a des bases, j'imagine? On va dire que les 3/4 de la formation, ça va être l'apprentissage de la gestion de la voile au sol, de manière à pouvoir la monter donc l'aide d'une côte, d'une pente. On la monte au-dessus de soi, la voile est belle, tac, on se retourne, on court, on met du moteur, et puis voilà, on va décoller quoi. Et on apprend facilement à maîtriser l'engin? Rapidement? Rapidement, il faut compter quand même, pour les plus doués, on va dire 2 mois, 2 mois et demi. Et puis peut-être pour d'autres qui ont moins de temps, simplement,
Ça peut prendre un an, mais bon, chacun a son rythme. Et généralement, tout le monde y arrive. Hein. Il y a les conditions météo aussi qui sont très Bien importantes. sûr, alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà en premier la météo. Il faut que la météo soit clémente. En début de formation, il faut un minimum de vent. Et ensuite, après, quand on commence les premiers vols, il faut beaucoup moins de vent. Quand on est débutant, il ne faut pas trop se faire secouer en l'air, quoi. Et alors, à partir de quel âge on peut apprendre à faire du Alors c'est paramoteur? 15 ans. En fait, pour tout ULM, il faut avoir 15 ans, ouais, 15 ans révolus. Pour la partie pratique, la partie théorique, il y a une partie théorique qu'on pourrait, qui ressemble à un code de la route et une partie pratique, quoi. La partie théorique, c'est un tronc commun à toutes les classes d'ULM. Donc c'est un tronc commun et après il y a la pratique Et qui après, là il y a la est pratique différente. qui est délivrée, que moi je peux délivrer pour obtenir le brevet de pilote paramoteur. Et alors le coût d'un paramoteur, c'est quoi? Le matériel neuf se situe entre 5 000 et 7 000 euros C'est quelque chose pour qui le doit- GMP, c'est-à-dire le groupe motopropulseur, la cage, le moteur, la sellette. La voile, il faut compter 3 000 euros, quoi. Et alors quand on est là-haut, quelles sont les sensations? Une sensation de liberté? Ah ouais, mais ça c'est... Le vol est addictif. Une fois que vous y avez goûté, moi je connais ce coin, tout le coin là par cœur. Je connais, pas dire chaque arbre, mais je m'en lasse pas, quoi. Je m'en lasse pas, quoi. Chaque fois que je peux voler, je vais voler. Et ouais, franchement, c'est une super sensation, quoi. On est... Faut le vivre pour le ressentir Ouais, c'est ça finalement. aussi, quoi. On est toujours à l'affût, on regarde toujours le Casse. ciel, savoir si on va pouvoir y aller. Malheureusement, aujourd'hui, on ne pourra pas y aller. Frédéric Guillaume, merci de nous avoir accueillis ici, de nous avoir parlé de votre passion du paramoteur. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. C'est trop tard. C'est bon, Vincent?